Et il y a presque 20 ans, je l'ai vu sur ce plateau télé et je me suis dit, mais c'est ça que je veux être. Aujourd'hui, Litchi, on a 12 millions de clients, 110 collaborateurs dans 5 pays. Je me suis dit, mais c'est dingue quand même qu'il n'y ait pas un service en ligne qui permette de faire ça. Il y a plein d'illustrations possibles. Tu vas vers des barrières et des frontières qu'on ne te laissera pas traverser parce que tu es une femme, parce que tu es jeune, parce que tu n'as aucune expérience. J'avais vraiment personne qui voulait s'associer avec moi. Et il y a des moments où je me suis dit, en fait, on va pas y arriver. Et là, tu es en train de gâcher la vie de tout le monde, quoi. Je suis avec Céline Lazorte, fondatrice de MangoPay et Litchi, une entreprise de cagnotte en ligne qui permet de donner vie aux projets et initiatives solidaires. L'entreprise fait plus de 2 milliards d'euros de volume d'affaires, tout en ayant un véritable impact humain. J'ai vraiment adoré chez Céline sa détermination, accompagnée d'une vraie humilité et d'un désir de faire une différence dans la vie des autres. J'espère qu'elle permettra à de nombreuses femmes qui rêvent d'entreprendre de voir que c'est vraiment possible. En tout cas, je sais que cette interview t'inspirera et va te donner des clés pour décoller. Ça l'a été pour moi. Salut Céline. Salut David. Comment tu vas? Bien, et toi? Écoute, je suis très content en tout cas que tu prennes le temps dans ta vie, j'imagine bien active, d'être avec moi aujourd'hui. Merci. Merci de me recevoir, je suis ravie. J'ai vu dans une interview qu'il y a une question qu'on ne te posait pas beaucoup. Pourquoi tu veux changer le monde? Je crois que tous les entrepreneurs, ils veulent changer le monde, non? C'est un truc, à mon avis, qu'on partage, qui est un peu ancré en nous de se dire je vais changer le monde. Et c'est très naïf, mais depuis toute petite, j'ai envie de rendre le monde meilleur. Donc pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Quand tu dis toujours, c'est-à-dire que dès petite, tu te disais j'aimerais changer le monde? Enfin, participer à changer le monde? Je pense que oui, il y a un peu de ça, ouais. Je sais pas, enfin, ça a vraiment rien de mégalo ou quoi que ce soit, mais j'avais cette idée de me dire, je veux que ce soit mieux. En fait, je pense que j'ai eu assez tôt conscience de la chance de l'éducation que j'avais, c'est-à-dire d'avoir des parents très aimants, très présents, et d'être consciente que c'était une chance, et de me dire, du coup, moi, j'ai eu tout ça. Donc je voudrais apporter ma pierre à l'édifice. Et tu savais que ça serait sous la forme entrepreneuriale ou ça c'est né après en fait? Non, ça je pense pas. Je pense que j'avais vraiment ce besoin de liberté au fond de moi. Et j'ai commencé à travailler très jeune, poussée par ma maman, et je pense que c'est vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai commencé à l'âge de 14 ans à faire des petits boulots, du babysitting, de la vente en magasin, des boulots administratifs à la mairie, etc. Et de fait, ça m'a donné ce goût, je pense, du travail. Mais j'avais pas nécessairement cette idée d'entreprendre. J'avais cette idée de liberté. Alors, elle est d'abord passée par une liberté financière. Et j'avais cette idée, de faire quelque chose qui m'épanouisse, qui me rende libre. Et puis ensuite, un jour, l'idée de Litchi m'est tombée dessus, cette idée de cagnotte en ligne. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'était un moyen. Comment ça marche? En fait, elle m'est tombée dessus il y a déjà 10 ans, donc tu vois, le temps passe vite. J'avais repris mes études pour faire un 3e cycle en école de commerce. Avant, j'avais fait la fac et j'avais un parcours plutôt technique, donc plutôt autour des sciences de l'ingénieur, informatique. Et donc, j'avais fait un 3e cycle en école de commerce pour justement avoir des notions un peu de finance, de business plan, de marketing, parce que je me sentais très pauvre dans ces domaines-là. Et puis, j'ai organisé le week-end d'intégration de ma promo, comme c'était la dernière année d'études. Moi, j'avais envie de m'immerger à fond dans cette année étudiante, et j'ai une nature aussi assez organisatrice, festive. Et en collectant l'argent auprès de tous mes camarades de promo, c'était quand même un peu la galère, parce que entre celui qui a jamais d'argent liquide, celui qui a des oursins dans les poches, etc., j'ai été confrontée à la difficulté de récolter de l'argent pour un groupe de personnes. Et je me suis dit, mais c'est dingue quand même qu'il n'y ait pas un service en ligne qui permette de faire ça. Il y a plein d'illustrations possibles, le pot de départ en entreprise, le cadeau de commun entre copains, un événement de solidarité entre proches, etc. Et voilà, il n'y en avait pas, donc je me suis dit, on va le créer. Allons-y, quoi.
Et du coup, tu le crées toute seule ou tu le crées avec des amis à ce moment-là? Alors au début, je le crée toute seule, mais parce que vraiment, j'ai pas eu d'autre choix, quoi. Je pense que je suis de nature à aimer partager les aventures. Je suis pas un loup solitaire, mais j'avais vraiment personne qui voulait s'associer avec moi. Quand tu dis personne qui voulait s'associer, c'est-à-dire que tu le proposes et on te dit quoi en fait? Ah, j'avais pris plein de mandales de gens qui me disaient ah non, moi je veux faire. Je me souviens un type super de ma promo, très brillant, qui avait un poste au ministère. Alors il me disait non, c'est vachement mieux d'aller bosser au ministère que de galérer à entreprendre, etc. Donc bon, au bout d'un moment, je trouvais aucun associé, j'étais un peu désespérée. Et il y a quelqu'un de super de l'incubateur d'HEC où j'étais qui m'a dit mais en fait, il y a que toi qui penses que tu as besoin de quelqu'un pour lancer cette boîte. Moi, on sait bien que c'est toi le porteur de projet, donc maintenant arrête de chercher. Vas-y, quoi. Donc ça s'est un peu fait par la force des choses que j'étais toute seule. Là, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui, dans la même situation que toi, auraient pu abandonner et auraient pu se dire ouais, ben, en fait, mon idée, elle marche pas, c'est nul. Qu'est-ce qui fait que t'oses y aller seule, en fait? Il a fallu que je sois poussée, en fait. Et j'ai eu cette chance, tu vois, encore une fois, 10 ans en arrière, en France, en tout cas, il n'y avait pas du tout le même écosystème qu'il y a aujourd'hui. Il y avait très peu d'incubateurs, d'accélérateurs. Aujourd'hui, il y a plein de solutions possibles. Et je crois qu'un des points principaux, c'est surtout de ne pas s'isoler en tant qu'entrepreneur. Et c'est de tout de suite pouvoir aller dans une structure qui est adaptée à ses besoins, à ses attentes. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont toute la journée au contact d'entrepreneurs, il y a un savoir-faire entrepreneurial et qui sont capables de te dire les trucs que toi, tu vois pas qui sont évidents, tu vois. T'as toujours beaucoup plus de recul sur les autres et sur le projet qu'ils portent que soi-même sur son propre projet, etc. Et donc, je pense que j'ai eu la chance qu'effectivement, Guillaume me dise « Non mais bon, là, ça va, en fait, Céline, il n'y a que toi qui penses que tu as besoin de quelqu'un pour y aller. » Et donc, de fait, je crois que il faut savoir taper à la bonne porte, pas rester seul, bien s'entourer. Et puis après, avec le temps, j'ai recruté et je me suis associée avec des collaborateurs qui avaient envie de rejoindre cette aventure. Mais j'ai été obligée au début de la porter seule. Ouais. Et en la portant seule, est-ce qu'il y a eu des fois où tu as eu envie d'abandonner en disant tiens, ça prend plus de temps que prévu, ou ça marche pas, ou peut-être des difficultés même juridiques liées au défi vu qu'il y avait des finances en jeu dans le projet? Est-ce qu'il y a eu des fois où tu as eu envie d'arrêter, d'abandonner, où tu te dis c'est trop dur, ou c'est pas le genre de pensée que tu as eu? Non mais ça arrive tout le temps, ça arrive, je veux dire, même encore aujourd'hui presque. Enfin, heureusement, l'être humain, il est sensible et faillible et parfois tu vois une montagne et tu te dis non, j'ai pas envie de la monter. Par exemple, ça a été quoi une des montagnes pour toi à l'époque, ou même récemment, peu importe, une montagne qui, sur le coup, tu t'es dit je peux pas y arriver et finalement avec du recul, tu l'as géré? En fait, il y a cette espèce de naïveté de l'entrepreneur de toujours se dire bon on verra bien quoi. Enfin, tu vois. Ça va le faire. Et juste on verra. Enfin, je me souviens toujours, au début, je disais toujours à Mathieu, qui est un des premiers collaborateurs que j'ai recruté, bon écoute, au pire des cas, on se sera bien marré quoi. Et c'est vrai qu'on a un peu gardé ce truc-là de se dire au pire des cas, on se sera bien marré. Il faut essayer. De toute façon, quand t'entreprends, tu prends 99 mandales dans la gueule sur 100. Il y a un truc où c'est bien, ça marche, tu t'y accroches et tu continues avec ça. Donc oui, évidemment, le chemin, il est sinueux. Et t'as un exemple comme ça d'un moment, parce que les gens adorent les histoires comme ça, un défi sur le coup, ça paraissait dur à surmonter? Un des plus gros défis, ça a été effectivement d'obtenir une licence d'établissement bancaire, puisque donc le métier de Litchi, c'est d'encaisser de l'argent pour le compte d'un tiers. Donc c'est le plus vieux métier de la banque en fait. Tu vois, tu vas déposer tes sous à la banque et elle conserve ton argent tant que tu veux pas le récupérer. Donc c'est ça le métier de Litchi. Au démarrage, en fait, je me suis adossée à un établissement bancaire et puis assez vite, j'ai voulu récupérer de l'autonomie, de maîtriser l'entièreté de mon métier. Et donc avec Romain, mon associé, on s'est dit on va déposer une licence d'établissement bancaire. Et à cette époque-là, donc c'était déjà il y a quelques années, j'avais 27 ans, lui aussi. Et alors je peux te dire que ça a fait rigoler beaucoup de gens, quoi. Enfin la nana de 27 piges qui a jamais eu une expérience dans la banque, qui veut devenir une banque, c'est beaucoup de gens me disaient genre. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas toutes les startups comme Revolut. Exactement, effectivement. Le terme fintech n'existait pas, c'est-à-dire que on était nous avant d'être une fintech. Et puis en fait, ça a duré longtemps quand même parce qu'on a bossé 2 ans et demi sur le
dossier. Donc c'est 2 ans et demi à l'échelle entrepreneuriale, c'est une vie, quoi. Enfin, c'est monstrueux. Et comme on n'avait pas beaucoup de moyens financiers, on y passait beaucoup de temps parce que c'est des dossiers assez lourds à rédiger. Tu dois écrire beaucoup de procédures, etc. Et notamment techniques et financières. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est que la journée, on avait notre journée de travail et la nuit, on travaillait sur le dossier d'établissement bancaire. Et donc, on travaillait avec Romain et notamment avec Laure, qui est notre CTO, donc notre directrice technique. Et de temps en temps, moi, j'avais des moments de culpabilité où je me disais, en fait, je suis en train de les priver de leur vie de famille pour ce projet entrepreneurial qui, à la base, est le mien, qui est le leur aussi, parce que je les ai associés dans l'histoire, mais quand même moi qui porte la responsabilité, tu vois, d'emmener les gens dans cette voie. Tu t'en voulais pour ça. Et je culpabilisais un peu en me disant, en fait, tu vas vers des barrières et des frontières qu'on te laissera pas traverser parce que t'es une femme, parce que t'es jeune, parce que t'as aucune expérience. C'est quelque chose qu'on te dit, ça? T'es une femme, t'as pas d'expérience, t'es trop jeune? Alors, on te le dit pas comme ça, mais tu vois, quand on te dit... Tu vois, quand j'avais 27 ans et que dans les entretiens qu'on passait, on nous disait c'est quoi votre expérience dans le milieu bancaire? Tu regardes le mec, tu te dis mais en fait, j'ai 27 ans, je suis devant toi, ça fait 2 ans que j'entreprends, j'ai commencé à entreprendre à la sortie d'école, tu sais bien que j'ai pas d'expérience en banque, tu vois. et donc c'est pas la peine de Alors moi je mettais les pieds dans le plat, je disais non mais en fait je n'ai aucune autre expérience professionnelle que celle de Litchi. Mais voilà, je connais mon marché, j'ai des clients, j'avais des financements parce que j'avais levé de l'argent, donc j'ai d'autres choses, mais c'est vrai que je pense qu'on a mis 2 fois plus de temps qu'on aurait dû en mettre parce que il a fallu montrer patte blanche, quoi. Et il y a des moments où je me suis dit en fait on va pas y arriver et là t'es en train de gâcher la vie de tout le monde, quoi. Et dans ce moment-là, avec du recul, c'est quoi imaginons qu'on a quelqu'un qui nous écoute, une jeune femme de 27 ans qui est en plein dedans dans son problème à elle et qui est un peu en mode je vais pas y arriver, tu t'aurais envie de lui dire quoi en fait pour qu'elle gagne du temps? Moi, je crois qu'il faut s'accrocher à ses rêves, en fait. Il faut jamais lâcher, quoi. Par exemple, pour toi, c'est comment? Tu te poses des questions, tu vas marcher, tu prends une douche. Comment tu te connectes à ton propre rêve, en fait? Alors souvent, j'ai moins fait ça maintenant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Litchi, on a 12 millions de clients. Donc, je veux dire, je suis consciente que ça marche, tu vois. Mais au début, et pas que au début, quand j'avais des doutes, je me mettais dessous ma couette et je prenais mon ordi. Et en fait, on avait un petit outil en back-office et je pouvais faire défiler toutes les cagnottes, tu vois, qui avaient été créées dans la dernière heure, etc. et tout. Et en fait, ça me rassurait de me dire... ça marche. Ouais, ça marche et je rends service à des gens et je réponds à un besoin et ça existe et donc, et c'est réel en fait, tu vois, et on solutionne un problème avec ça. Et ça, c'était toujours le truc qui me rassurait. Après, donc acheter une couette, un ordi et regarder les résultats. Non mais tu vois, te dire, tu te reconnectes au truc le plus basique d'un business, c'est tes clients, quoi. Après, moi, j'ai remarqué que parfois, tu as besoin de décanter un problème, une question, etc. Donc, je me suis rendu compte que les meilleurs moments où je bossais, c'était les moments où je bossais pas. Parce que c'est les moments où, du coup, tu prends du recul, et puis, en fait, tout d'un coup, tu es là genre, ouais, c'est ça. Pour régler ce problème, il faut que je fasse ça, il faut que je le fasse comme ça, etc. Et quand tu dis que je bossais pas, par exemple, c'est quoi? C'est d'être dans la nature? C'est de faire quoi? Ouais, c'est en vacances, c'est en faisant du sport, c'est le nombre de fois, en plein milieu d'un cours de yoga, je me suis dit « Ah, mais putain, je sais !» Et tu vois, et c'est genre, les trucs deviennent évidents et assez éclairants. Est-ce que tu penses que ça, c'est une clé pour un entrepreneur qui nous écoute, de s'accorder des espaces de respiration? Pour moi, j'ai la conviction que d'abord, il faut énormément bosser, mais il faut aussi vraiment avoir des moments de pause concrète. Tu vois, pas être collé sur son téléphone portable, etc. et tout. Moi, j'ai la conviction que le sport est très important dans le fait de pouvoir avoir une hygiène de vie qui soit saine. Et tu as réussi à faire ça dans les 5 premières années? Oui, je pense assez vite. Je pense que honnêtement, les 2 premières années, j'ai bossé de 8h à minuit tous les jours, du lundi au dimanche. Et après, j'ai un peu calmé le rythme. Et puis, tu vois, par exemple, j'ai des règles où je ne travaille jamais le samedi. Et ça fait hyper longtemps que je me suis imposé cette règle-là. Parce que, en fait, il faut bien un jour dans la semaine où juste tu penses à ta famille, à tes proches, à toi aussi. Et donc, je travaille jamais le samedi. Je travaille souvent le dimanche en fin de journée parce que du coup, c'est une façon de préparer la semaine. J'essaye de faire du sport 3 fois par semaine. Quand tu dis préparer la semaine, tu te demandes ce que tu veux accomplir cette semaine. Tu fais quoi, en fait, le dimanche? Non, souvent le dimanche, déjà je nettoie ma boîte mail pour pas avoir, tu vois, arriver au bureau et avoir 200 mails parce que vraiment c'est la pollution totale, je trouve. Donc déjà je descends tous mes mails
Et je regarde aussi mon agenda de la semaine pour savoir c'est quoi mes objectifs de la semaine. Voilà, je vais te rencontrer, donc de quoi on va parler. Ça me permet en fait d'amorcer la réflexion de ce que je veux initier. Et c'est principalement les deux choses que je fais. C'est vraiment avoir bien en tête mon agenda et avoir dégagé tous mes mails pour être prête aux différents sujets que je veux aborder. Et après, j'ai ma to-do list, des trucs importants que je dois avoir torchés dans le mois, dans la semaine, dans la journée, etc. Du coup, en parlant d'objectifs et des choses à torcher, comment tu t'organises dans une année en fait? C'est-à-dire, est-ce que tu sais, tiens, cette année, nos 3 objectifs prioritaires, c'est ça? Est-ce que tu as une idée de ce qu'il y a à accomplir dans l'année, à 6 mois, 3 mois, 1 mois, 1 semaine, 1 journée? C'est comment en fait ton quotidien aujourd'hui? Et d'ailleurs, ça m'intéresse si ça a évolué, tu vois, entre les 5 premières années et maintenant. Alors, au tout début, donc quand j'ai démarré le projet de Litchi, j'étais en colocation et dans ma chambre, j'avais pris, tu sais, des papiers de paperboard que j'avais collés partout sur le mur. Et en fait, j'avais fait une frise avec le point final, c'était le lancement de Litchi. Et puis, en fait, j'avais mis, donc c'était sur 6 mois, je pense. Donc, à 6 mois, l'objectif, c'était le lancement de Litchi. Et puis, j'avais mis à 5 mois, qu'est-ce que je dois avoir fait pour arriver à 6 mois au lancement. Et à 4 mois, qu'est-ce que je dois avoir fait à 3 mois, à 2 mois. Tu es parti dans le sens inverse, c'est-à-dire on part des 6 mois. En mode rétro-planning. Et comme ça me permettait de savoir, en fait, ce que je devais avoir accompli à la fin de chaque mois pour arriver à l'objectif qui était avant la fin d'année 2009, je veux avoir lancé Litchi. Parce qu'en fait, le pire ennemi d'un entrepreneur, c'est le temps. C'est le truc, le nombre de projets que j'ai vu foirer parce que les gens ont laissé passer le temps et se sont pas rendus compte. Parce qu'en fait, t'as un vrai, même dans ta vie à toi, perso, un vrai time to market, tu vois. C'est-à-dire que si tu lances un projet et 2 ans plus tard, t'as toujours pas, en fait, démarré ce projet-là, il y a 99% de chances pour que t'arrêtes parce que t'es épuisé, parce que tous tes potes et ta famille autour de toi t'auront dit, non, mais qu'est-ce que tu branles la vie? Enfin, et donc, tu te démotives complètement. Donc, vraiment, l'ennemi de l'entrepreneur, c'est le temps. Donc, il faut absolument bien gérer son planning. Et en fait, comme toi, tu vas vers un chemin dont tu ne connais pas la route, et tu étais un peu là sur ton petit chemin, et là, tiens, joli papillon, tiens, si j'allais visiter par là. Et tout d'un coup, au bout de 6 mois, tu te rends compte qu'en fait, t'as pas du tout fait ce que tu devais faire et que ton truc, il est pas lancé et tout. Donc ça, c'est vraiment un truc, je pense, important. Et donc, j'avais fait cette espèce de frise, tu vois. Et donc, tous les soirs, alors ça fait un peu Rain Man, parce que t'écris sur les murs et machin, mais tous les soirs, je m'endormais en me disant, OK, donc ça fait partie des trucs qu'il faut que j'ai fait cette semaine, ça que j'ai fait ce mois-ci. Enfin, vraiment, je me faisais du genre du brainwashing avec où est-ce que je dois en être exactement, où est-ce que je dois en être arrivée Et en fait, pourquoi j'avais fait ça? Parce que mes parents, quand j'ai été diplômée, je leur ai dit que je voulais lancer ce projet et cette idée de cagnotte et de Litchi. Et ils m'avaient dit, OK, nous, on est super partants pour t'aider et pour te soutenir. Mais par contre, on te soutiendra pas à vite. Donc, en fait, t'as 12 mois pendant lesquels on te donne le même argent qu'on te donnait quand t'étais étudiante. Et dans 12 mois, tu dois savoir nager, quoi. Et au bout de 11 mois, j'avais du coup trouvé un moyen d'avoir un salaire. Donc, j'avais levé un peu d'argent auprès de Business Angel, mais ça avait nécessité que j'ai fait un prototype, que je les ai convaincus, donc du coup, ça m'avait obligée à structurer mon temps et mon projet pour me dire, de toute façon, le point et l'échéance clé, c'est t'as plus d'argent, tu peux plus vivre, donc si tu peux plus vivre, tu vois, c'est fini, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai plus les paperboards dans ma chambre, Dieu merci. Et donc, la façon dont on fonctionne, on est un peu plus organisé. C'est qu'en fait, on a un projet, une roadmap stratégique sur l'année et un budget. Là, typiquement, tu vois, c'est la période où on est en train de finaliser notre budget pour 2019. Chaque équipe travaille de façon autonome sur quels sont, tu vois, les projets qu'elles ont envie de mener en 2019. Quand tu dis équipe, c'est par exemple marketing. Par métier, ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est chaque top manager, en fait, tu vois, travaille sur ce projet-là avec ses équipes. Donc, c'est quels sont, tu vois, par exemple, pour l'équipe technique, les gros challenges qui doivent être relevés en 2019, parce que l'objectif de la boîte, c'est de doubler. C'est de doubler sa croissance, doubler son chiffre d'affaires, doubler son volume. Donc ça, tout le monde sait. Et donc, quand tu dis tout le monde sait, c'est toi qui amène ça ou c'est l'équipe qui amène ça? Je dirais que c'est Litchi et c'est Mangopé qui amènent ça. C'est même pas nous, en fait. C'est notre croissance. Et ça a toujours été le cas, en fait, de dire on double chaque année? En tout cas, ça fait quelques années à peu près que c'est ça le fonctionnement. Et donc, du coup, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre. Et quand tu dis doubler, c'est doubler quoi? Le nombre de clients qu'on touche et le chiffre d'affaires
d'affaires, Ouais, c'est le chiffre d'affaires et le volume d'affaires. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, on définit voilà, nos ambitions, nos moyens. On a aussi, en fait, on définit vraiment un projet d'entreprise. Donc, en fait, on appelle ça les goals. Donc, on définit une liste de goals et donc d'objectifs et qui sont partagés avec tout le monde. Donc, tu vois, il y en avait 5, par exemple, pour 2018. Donc, c'était lié à la croissance, lié à la qualité, lié à la sécurité, lié à l'expérience client. Donc, c'est pas forcément uniquement des goals financiers, hein. Ça peut être aussi, tu vois, sur de l'expérience client. C'est aussi, ça peut être, il y a un goals qui est interne, c'est sur la mise en place de process et la scalabilité. Donc Juste pour comprendre, par rapport aux objectifs, ta vision, c'est quoi? C'est d'essayer de viser l'objectif. Vous sentez que vous allez pouvoir l'atteindre? C'est d'être un peu trop ambitieux? Comment vous fixez un objectif? Parce que c'est une question qui est pas évidente, parce que j'entends x2 et du coup je me dis pourquoi x2, pourquoi pas x10 ou pourquoi pas x1,5? Comment vous faites x2 enfin, pourquoi vous décidez x2? Je veux que ce soit quelque chose qui soit motivant et qui soit aussi atteignable. Donc par exemple, on avait fixé l'objectif que sur Litchi et Mangopé en 2018, on fasse 2 milliards de volume d'affaires. On avait fait 1,1 milliard en Donc pour en bien 2017. préciser 2 milliards, c'est-à-dire qu'en gros, le cumul de toutes les cagnottes, Ouais, et aussi évidemment des clients qui sont processés par Mangopé. Donc le métier peut-être de Mangopé, pour expliquer, c'est une solution de paiement dédiée aux acteurs de l'économie collaborative, du crowdfunding et des marketplaces. Donc en fait, on leur propose notre solution de paiement. Donc vraiment le volume, c'est le volume de tous les clients de Mangopé plus Litchi qui fait 200 millions de volume de son côté sur 2018. Donc notre objectif, c'était d'arriver à 2 milliards. En 2017, on avait fait 1,1 milliard. Et en fait, aujourd'hui, en 2018, on va finalement arriver à 2,2 milliards. Donc, tu vois, on a pile poil doublé entre 2017 et 2018. Mais on avait fixé 2 milliards. Et assez vite, dans l'année, on a su, parce qu'en fait, on a un métier qui est assez récurrent, donc c'est assez facile d'anticiper notre chiffre d'affaires et notre volume d'affaires. Donc, on a su assez vite, en fait, qu'on allait dépasser l'objectif financier. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas l'objectif unique, tu vois. Au lieu de dire, allez, du coup, l'objectif, c'est 2,5 milliards, on s'est plutôt dit, non. Donc, maintenant, ça nous permet aussi de nous concentrer sur les objectifs liés à la sécurité, à la qualité de service, à l'expérience utilisateur, qui sont tout aussi importants en fait pour pouvoir avoir une vision pérenne. Moi, je suis convaincue que nos métiers, si on se réinvente pas en permanence, en fait, on est mort parce que les barrières à l'entrée, elles sont moins importantes que dans l'industrie classique et donc il faut toujours être le meilleur et il faut toujours avoir une attention aux clients vraiment importante. Donc du coup, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on fixe nos objectifs qui sont partagés avec toute l'entreprise. On fixe du coup ce qu'on appelle le budget, donc c'est quel revenu on va faire, du coup quel type d'investissement et de recrutement on peut faire pour l'année à venir. Et ensuite, on fixe notre roadmap. Donc, c'est vraiment la partie, tu vois, quels sont les projets qui vont être tirés de tout ça. Et on les met dans le temps. Alors, évidemment, tu vois, ça reste quelque chose de théorique parce que dans la réalité, tu ne mènes pas tous les projets. Il y a des projets qui, finalement, tu démarres pas parce que tu te rends compte qu'ils faisaient pas sens. D'autres que tu inities mais que tu n'avais pas prévu. Mais au moins, on a une vision. Et ça, on utilise après des outils qui permettent aussi de le partager à tous les collaborateurs pour que tout le monde, tu vois, ait la même vision. Alors, pour la partie roadmap technique, on utilise un outil qui s'appelle AA et qui nous permet en fait que tout le monde ait la vision de savoir techniquement qu'est-ce qui vont être les projets qui sont abordés dans l'année, qu'est-ce qui est priorisé, qu'est-ce qui est urgent, etc. Et que ce soit pas en fait décidé au doigt mouillé de Céline Lazard qui a décidé qu'on faisait tel projet, mais plutôt décidé par le service client, il a remonté qu'il y avait, tu vois, tel problème à régler, l'équipe commerciale, elle pense que pour recruter tel marketplace pour Mangopé, il faut avoir telle solution complémentaire à la solution actuelle et voilà. Et donc c'est vraiment, en fait, moi je veux surtout pas que l'approche elle soit top down. Je veux vraiment que ce soit quelque chose enfin c'est toute l'équipe collaboratif exactement, toute l'équipe qui permet de définir cette vision. Et du coup ça permet aussi que chaque collaborateur, tu vois, se sent moteur du projet de l'entreprise, que les choses soient très claires sur la vision qui est posée et puis qu'on soit voilà dans le même navire et allant vers la même direction. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand les objectifs sont atteints? Est-ce qu'il y a une récompense qui est financière? Est-ce qu'il y a un voyage organisé? Est-ce qu'il y a une manière un intérêt pour les collaborateurs à différents niveaux de l'entreprise quand les objectifs sont atteints?
Comment ça fonctionne? Alors, c'est plutôt dépendant des métiers, ça. Il y a effectivement des métiers, et notamment les métiers commerciaux, marketing, où il y a une incentive qui est en fonction effectivement, des performances et des objectifs, donc qui sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. On le fait pas sur les métiers techniques, parce que je pense pour les bonnes raisons, parce qu'on a le sentiment que en fait sinon tu mets une mauvaise pression sur certaines typologies de projets. Là où tu vois par exemple sur MangoPay, on a décidé que 40% de nos développements ils sont dédiés à la sécurité, et donc ça c'est pas directement lié aux revenus de l'activité, mais pour autant si un jour il y avait la moindre faille de sécurité, la boîte elle est morte, tu vois. C'est clair. Donc on le fait vraiment sur les métiers qui sont plus directement liés à la génération du revenu, et donc on a des objectifs effectivement qui sont à la fois des objectifs communs et des objectifs par équipe, et ça pareil c'est fixé une fois par an. Ouais. Ouais. Et après de façon trimestrielle, on fait la fête. Ok, comment? Alors une fois par trimestre, on fait venir, donc on a des collaborateurs dans 5 pays, en France, en Angleterre, en Allemagne, à Luxembourg et en Irlande. Et donc une fois par trimestre, tout le monde vient dans les bureaux de Paris. Il y a une journée commune de projets, d'échanges, etc. En fin de journée, on présente les résultats du trimestre, de façon à ce que tout le monde sache où est-ce qu'on en est par rapport à nos objectifs, par rapport au développement. Il y a de la transparence dans toute l'entreprise sur les résultats financiers de l'entreprise? Oui, bien sûr. Ouais. Okay. On communique sur le volume d'affaires, le chiffre d'affaires. Sur la rentabilité, c'est assez simple en fait, parce que l'objectif, il est que la boîte, elle soit rentable et qu'on réinvestisse tous nos bénéfices. Donc ça, au moins que le mindset, il est clair pour tout le monde. Et donc, effectivement, on présente l'état des lieux de où est-ce qu'on en est au trimestre qui vient de passer. Et après, on fait une grosse fête. Et donc ça, on fait ça 3 fois dans l'année. Et la 4e fois, on le fait en off-site. Donc on passe 3 jours tous ensemble. Donc là, par exemple, on est parti dans le sud de la France, du côté d'Arcachon. Donc c'était assez sympa de passer 3 jours tous ensemble, tu vois, au bord de la plage. Et ces 3 jours, il se passe quoi en fait? Plein de choses, du sport, du fun, des belles soirées et une matinée de boulot, parce que quand même, il faut un peu bosser. Ok, donc une demi-journée de boulot et 2 journées et demie de fun et exactement. Le but, c'est pas en tout cas uniquement de bosser, c'est vraiment de passer un peu de temps, tu vois, tous ensemble, d'apprendre à se connaître. C'est pas facile d'être sur 5 pays différents. Toi, t'as quand même sur une boîte où il y a 110 collaborateurs. T'en as combien à l'extérieur, hors des locaux? Hors de Paris, tu veux dire? Ouais. À Paris, on est 68. Donc, tu vois, on a quand même pas mal de gens en dehors de Paris. Il y a 25 personnes à Luxembourg, 10 personnes en Irlande. Donc, on a quand même des pôles. Et c'est des bureaux sur place où ils sont Ouais, non, c'est des bureaux. Ouais, effectivement, à chaque fois des bureaux. Et on essaye aussi d'avoir un peu le même univers, en fait. Mais bon, tu vois, par exemple, du coup, tu te retrouves dans une situation où pendant un trimestre, tu bosses avec des gens, c'est quand t'es nouveau, que t'as jamais vu le visage. Donc c'est pour ça que ces points de rencontre-là, pour moi, ils sont hyper importants, parce qu'en fait, l'humain est ce qu'il y a de plus important. Donc il faut créer une relation, il faut aimer collaborer ensemble, échanger, etc. Donc ces temps-là, ils sont vraiment dédiés à ça. Après, tu vois, c'est comme les choses, enfin le fonctionnement, que ce soit de nos objectifs, des résultats, de la roadmap sont assez transparents. Toute l'information, elle est en ligne et chacun peut s'y référer. Chaque manager va aussi partager à ses collaborateurs. Donc, du coup, c'est vrai que nos moments de rencontre, ils sont plutôt pour passer du bon temps. Tu vois, là, on a eu plein de chance, il faisait super beau. On était à Arcachon, au bord de la plage. C'est hyper sympa de passer une après-midi à te baigner, à faire du sport, à rigoler, à créer des moments. Et toi, dans ces moments-là, t'as des pensées business ou t'arrives aussi à lâcher? Moi, c'est le moment pour moi d'être disponible pour tout le monde de façon informelle. Donc, t'as des gens qui ont envie de discuter de sujets divers et variés, et je pense que c'est le moment aussi de les aborder. Donc, c'est quand même plutôt professionnel, Okay. Mais de façon assez détendue, et ça permet aussi d'échanger, je te dis, dans un cadre qui est différent. Moi, j'essaie au maximum, tu vois, c'est vrai qu'avec 110 collaborateurs, je peux pas bosser avec tout le monde tous les jours, c'est techniquement pas possible, enfin, ou humainement en tout cas pas possible, mais je veux pouvoir connaître chaque personne qui travaille au sein de mon entreprise, et je porte cette histoire, mais parce que les collaborateurs qui sont au sein de Litchi et MangoPay me font confiance pour la porter. Donc je pourrais très bien être remplaçable. Il y a plein de gens qui pourraient très bien faire le job à ma place, donc c'est aussi une responsabilité pour moi de servir cette équipe et de leur amener ce qui est de mieux. C'est pas toutes les entreprises qui arrivent à doubler leur chiffre d'affaires. Tu aurais quoi comme conseil à un entrepreneur qui nous regarde et qui se dit « Ah, moi aussi, l'année prochaine, je veux arriver à doubler ». Quels pourraient être les axes de réflexion, les pistes, les choses qui marchent pour vous?
En fait, moi, je pense qu'il faut d'abord trouver son business model et trouver, tu vois, son fonctionnement. C'est-à-dire que c'est pas grave d'être petit, mais il faut vraiment avoir tout un economics qui marche bien. Tu vois, une des, je pense, des forces de Litchi et évidemment de Mangopé, mais ça a été que depuis toujours, il y a eu un business model. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crée une cagnotte, on lui rend un service, il est content et nous, on gagne notre vie. Et c'est très pragmatique ce que je dis, mais il y a plein de boîtes qui passent à côté de ça. Et en réalité, tu peux pas... Juste pour être sûr, qui passe à côté de quoi ? Du fait qu'il faut avoir des revenus, par exemple, tu vois, pour développer son activité. Enfin, je veux dire, c'est l'essence même d'une entreprise. Et de fait, pour moi, le business model, c'est vraiment hyper important. Après, il y a des exceptions, hein, mais en tout cas, je pense que c'est sain d'avoir un fonctionnement où tu sais que tu génères du chiffre d'affaires qui permet de développer ton activité, de payer tes collaborateurs et d'avoir les moyens de tes ambitions. Et surtout dans le secteur, en fait, du digital, c'est pas toujours évident de trouver un bon business model. Parfois, il faut en tester plusieurs. Alors nous, on a eu cette chance que il a été immédiat. Tu vois, ce que j'avais écrit sur un bout de feuille en sortant d'école était le business model qui est encore aujourd'hui. Mais ça aurait pu être différent. Donc, je pense que ça, c'est le point principal. Et après, c'est vraiment pour moi la qualité et l'expérience que tu vas offrir à tes clients qui fait que tu vas grandir, en fait. Et c'est la force des métiers de la tech, c'est que, en fait, c'est tellement scalable. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 12 millions de clients, mais en fait, quand j'en avais 1 million, c'est presque ça demandait les mêmes ressources. Évidemment, je caricature un peu en disant ça. Oui, c'est disproportionnel. Exactement, ouais. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, pour grandir, ça nous demande assez peu d'efforts. C'est ce qui nous demande beaucoup d'efforts, c'est d'être toujours au top niveau de la qualité, mais finalement, de passer de 1 milliard à 2 milliards, ça n'a pas changé grand-chose sur nos systèmes, tu vois, sur notre... Évidemment, il y a des serveurs en plus, etc., tu vois, mais en fait, c'est un peu anecdotique. Là où tu as des industries, en fait, elles arrivent à des paliers, et faut créer une autre usine pour pouvoir continuer et produire plus, tu vois. Nous, on n'est pas du tout dans ce spectre-là. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment important d'avoir un bon business model. Il y a des boîtes, par exemple, elles vont dépenser plus de cash à recruter un client que ce qui va leur générer en chiffre d'affaires. C'est pas possible. Probablement, j'ai une mentalité trop pragmatique ou presque paysanne, mais genre, à un moment donné, ton client, tu vois, il doit te rapporter plus que ce qui te coûte. Sauf à des moments probablement de démarrage, etc. Tu vois, il peut y avoir des temps un peu particuliers, mais dans une vision saine, encore une fois, si tu veux que ça fonctionne, il faut avoir des économiques, je pense, qui sont clairs. Et après, appuyer sur l'accélérateur, évidemment, ça demande du temps, de l'énergie, etc. Mais c'est plus facile si la base est saine. Et ensuite, je pense qu'effectivement, il faut faire très attention à ses clients, être très à l'écoute. Enfin, tu vois, par exemple, pendant des années, j'ai lu tous les mails qui arrivaient au service client. Tous. Ah, ça me demandait énormément de temps, mais en fait, c'est ce qui me permettait de me nourrir. Et aujourd'hui, comme je suis plus capable de le faire, on a organisé un fonctionnement qui fait que le service client, il est clé au sein du produit. Ce que tu voulais extraire, c'était quoi ? C'est comprendre quelles étaient les attentes de nos clients et comment évoluer notre service par rapport à leurs attentes. Et ça, c'est un truc que je pense qu'on a très très bien mis en place en termes de culture d'entreprise. Comment tu le vivais, un commentaire, un message client d'une personne qui est vraiment pas contente ? Mal, donc du coup, je réglais le problème. Et encore aujourd'hui, tu vois, ça m'arrive que j'ai des gens qui me contactent sur LinkedIn en disant « Ah non, j'ai tel truc. » Je vais toujours m'assurer que le problème, il est réglé, etc. Tu vois, je pourrais me dire « Oh, c'est un mec sur 12 millions. » Non, je pense que, à partir du moment où tu réfléchis comme ça, le combat, il est perdu, quoi. Alors justement, c'est hyper intéressant. Je voyais aussi dans une interview, tu disais que tu étais exigeante ou chiante en fonction de qui donne le feedback. Comment tu crées une culture d'entreprise ? Parce que toi, c'est ton bébé, donc tu as envie que ça marche, tu as envie de servir tes clients, donc tu mets ton cœur, tu mets tes tripes, tu mets ton exigence. Et aujourd'hui, et ça m'intéresse d'ailleurs de savoir comment tu t'y es prise, pour trouver quelqu'un pour te remplacer, comment tu crées une culture dans l'entreprise où il y a un vrai niveau d'exigence, mais pas seulement de toi en fait ? C'est une bonne question. Moi, je crois qu'on entreprend par rapport à ses propres valeurs, en fait, et par rapport à ses convictions. Donc, les choses au démarrage, elles se sont faites
À mon image probablement, et de fait moi j'avais envie d'un univers qui soit très juste, très important pour moi, qui ait une répartition de la valeur créée. Pendant très longtemps je suis toujours pas le premier salaire de la boîte, mais pendant très longtemps j'étais le 6e ou 7e salaire de la boîte, parce qu'en fait pour moi il valait mieux que je paye bien mes collaborateurs, et quitte à ce que ce soit en ma défaveur, mais pour m'assurer que tu vois j'ai des gens qui soient motivés, qui soient bons, etc. Après c'est vrai qu'on a une culture d'entreprise très forte. Je pense avec des valeurs en tout cas fortes, notamment sur l'entraide, sur la bienveillance, sur l'écoute. Moi, j'avais été assez marquée dans mes expériences professionnelles précédentes par le fait que tu vois, il faut pas trop en faire non plus, quoi. Et les bonnes idées, c'est réservé au chef et machin, avec quelque chose de très très hiérarchique et tout. Franchement, moi, tu vois, je serais la plus heureuse si la meilleure des idées, elle vient pas de moi. Donc, je pense que c'est en fait, c'est. Dès le début, tu as installé un peu cette idée, quoi. De toute façon, tu vois, on est dans des métiers où moi j'ai 35 ans, j'ai pas honte de dire que je suis dépassée par un tas de choses, que ce soit la technologie, que ce soit les façons de consommer, que ce soit donc en fait soit tu mets en place une façon que ta communauté de collaborateurs puisse te remonter l'information et t'aider à prendre les décisions, soit tu t'enfermes dans une tour d'argent et puis le jour où tu te plantes, et tout le monde s'est barré parce que il a plus confiance en toi, tu vois. Et puis aussi, comme j'étais très jeune, j'ai pas eu d'autre choix, tu vois, que de m'entourer de gens qui étaient meilleurs que moi et à qui je pouvais pas être sur le dos, parce que tu peux pas, tu vois, être sur le dos de gens qui ont 5-10 ans d'expérience professionnelle quand toi t'en as 1 an ou 2 ans. Donc moi j'ai toujours considéré que mon rôle c'était d'aider mes collaborateurs à pouvoir faire le mieux possible leur job. Donc les aider sur des prises de décision, les aider à faire des formations, les aider dans le recrutement, les aider dans la réflexion qu'ils mènent. Et après c'est vrai que la question de l'exigence elle est assez intéressante, parce que tu vois, même aujourd'hui je sais 10 ans plus tard que s'il y a le moindre petit truc qui déconne, et ben personne le laissera passer. Et ça, je sais pas très bien dire pourquoi c'est encore comme ça aujourd'hui. Je pense que les gens sont concernés par le job qu'ils font, parce qu'ils aiment cette boîte. L'autre jour, j'ai un de mes collaborateurs qui m'a dit « mais je suis sûre que j'aime plus cette boîte encore que toi ». Et non, mais j'ai été très touchée, parce que je trouvais que c'était très... Enfin, tu vois, c'est le meilleur des cadeaux qu'on puisse me faire. Donc, ouais, je sais pas, je crois qu'il y a un vrai attachement à ce qu'on fasse les choses à notre manière, quoi. En tout cas, ça m'a vraiment inspiré, le dernier partage que tu viens de faire. Comment on trouve une CEO ou un CEO? Parce que c'est une sacrée question. Oui. Et ben effectivement, il y a plusieurs mois maintenant, moi j'avais envie de passer la main opérationnelle sur Litchi. D'abord parce que ça fait 10 ans que je fais ça, et donc tu vois, je pense qu'à un moment donné c'est sain qu'il y ait d'autres idées, d'autres convictions, parce que moi j'ai envie que ça soit plus grand que moi et que voilà, sky is the limit, hein. Et donc je me suis dit qu'il était temps, d'abord parce que j'avais 2 activités en tant que dirigeante, à la fois Litchi et Mangopé, et parce que Litchi, ça faisait presque 10 ans que je lui avais donné, tu vois, tout mon cœur et mon énergie et mon savoir, de recruter quelqu'un qui puisse prendre ce poste-là. Tu savais que tu étais enceinte quand tu as pris la décision ou pas encore? Ah non, mais je suis enceinte depuis 5 mois, donc ça fait bien longtemps avant que j'ai pris cette décision. Ah ok, d'accord. Puisqu'en gros, ça date de fin 2016, début 2017, puisque Alix, qui est notre CEO aujourd'hui, donc la dirigeante de Litchi depuis mars 2018, je l'ai recrutée en début 2017, où elle est arrivée en tant que directrice des opérations, et j'avais en tête que si ça se passait bien, elle passerait donc de CEO à CEO. Donc tu vois, la décision, elle s'est faite fin 2016, début 2017. Donc j'ai pris le temps de bien le faire. Et en fait, j'avais fait une liste de gens dans mon entourage. Moi, j'ai souvent recruté par réseau, en fait. Parce que je trouve qu'il y a rien de mieux que des gens que tu connais déjà pour bosser et t'assurer que tu partages les mêmes convictions. Donc j'avais fait une liste d'une douzaine de personnes à peu près, en sachant qu'assez vite j'étais convaincue qu'Alix était la bonne personne. Mais bon, je me suis forcée à faire l'exercice de me dire voilà, il faut que je rencontre plusieurs personnes. Donc tu dis convaincue, c'est-à-dire tu le sentais?
Ou tu le Oui, savais? oui, je le sentais. Ouais. Je me disais, donc Alix, je la connais, on était à l'école ensemble, on était à HEC ensemble. On est par ailleurs, au-delà de notre relation professionnelle, très amis. Donc en fait, c'était à la fois un risque et une force. Pour moi, elle cochait toutes les cases parce que c'est une fille bien cultivée, intelligente, entrepreneur, très humaine. Pour moi, le plus important, c'était de transmettre à quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi. Et c'est pas tellement pour l'entreprise que plus pour mes salariés en fait, parce que c'était pas facile, tu vois, d'amener, de dire, opérationnellement c'est Alix qui va porter l'entreprise. Moi, je vais continuer dans mon rôle de présidente à travailler sur la vision, sur où est-ce qu'on doit aller, sur la représentation de la boîte, sur son ADN, mais opérationnellement, c'est plus à moi que vous allez reporter. Tu vois, c'est dur quand même comme décision. Donc, il fallait quelqu'un qui soit. Il y a eu de la résistance ou pas? Non, c'est assez marrant parce qu'en fait, quand elle est arrivée, donc du coup, début 2017. Enfin, tu vois, d'abord, moi, il a fallu que je la convainque de nous rejoindre parce que le premier truc qu'elle m'a dit, c'est ah non, mais hors de question, on est trop amis pour faire ça. J'ai vraiment dû, tu vois, sortir les rames pour lui dire, mais je pense que tu es la bonne personne et je pense que ça va beaucoup te plaire. Mais c'était pas facile, tu vois, parce que c'est vrai que elle, ça lui a demandé, tu vois, je pense, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et beaucoup de stress aussi de se dire, attends, si je merde... Elle était déjà CEO dans une autre structure ou pas? En fait, elle avait monté sa boîte, ouais, donc elle était CEO de sa boîte et elle était en train de la céder. Donc du coup, moi, je savais que assez vite, elle allait, tu vois, être sur une opportunité de pouvoir rejoindre une aventure comme la mienne. Et je me doutais que ça pouvait lui plaire, tu vois, à l'échelle de ce qu'on faisait, du projet, etc. et tout. Et d'ailleurs, ça s'est bien passé. Enfin, je trouve qu'en termes de timing, tu vois, ça s'est bien géré parce que les 6 premiers mois, par exemple, elle a été à mi-temps. Donc, ça lui a donné le temps aussi de rentrer dans le projet tout en continuant à finaliser le sien, d'apprendre à nous connaître, etc. Mais tu vois, au début, elle m'avait dit... je viens en tant que CEO et pour le reste, on verra, je veux pas trop en entendre parler, tu vois. Je viens en tant que directrice des opérations et on verra si ça le fait ou pas pour le poste de CEO. Donc elle-même, tu vois, elle était pas, elle voulait être convaincue et tout. Et en fait, pour répondre à ta question de savoir si ça a été bien amené, en fait, c'est assez marrant parce que le premier jour où elle est arrivée, on a fait un petit pot d'arrivée, tu vois, pour l'accueillir et tout. Et bien sûr, elle a pris la parole. Et en fait, à la fin de sa prise de parole, je savais que c'était gagné, tu vois. Elle leur a parlé d'eux, en fait, de mes collaborateurs, des rencontres qu'elle avait fait, soit informelles, soit formelles, dans les différents entretiens. Elle a créé du lien avec eux. Ouais, et puis elle a fait ce qui fait que cette boîte, je crois qu'elle est chouette, c'est que, tu vois, les gens sont humains, et se respectent, etc. Et je savais, honnêtement, à la fin de son discours, je me suis dit, c'est gagné, quoi. Je savais que c'était bon. Après, qu'il y allait avoir évidemment des choses où ensemble, il faut qu'on apprenne, il fallait qu'on structure. Enfin, tu vois, même pour moi, c'était un peu donner mon bébé à quelqu'un et genre la regarder s'en occuper, quoi. Donc non, mais c'est un vrai enjeu et en même temps, je pense que ça a énormément profité à la boîte. Ça a permis d'avoir une vision complémentaire à la mienne, différente, un nouveau souffle, une autre énergie. Et je pense qu'à deux, on est meilleur que seul, quoi. Et comment on trouve la rémunération qui est juste, encore plus quand il y a la dimension amicale au milieu, dans le cadre d'un poste de CEO comme ça? Tu as des indicateurs sur le marché en fonction de la taille de la boîte, du nombre de collaborateurs, du chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que... Ça aide à dire, voilà, c'est ce qui se fait. Exactement, ouais. Après, moi, je lui ai demandé aussi quelles étaient ses attentes. Il faut trouver, je pense, le salaire qui est juste, parce que c'est important que les gens... Elle a des parts dans la structure? Alors pas aujourd'hui, après je pense que c'est effectivement un projet, tu sais, nous on est aujourd'hui, notre actionnaire majoritaire c'est le Crédit Mutuel Arkea, donc c'est une banque française, et je pense qu'effectivement dans les années à venir ça fait partie des points importants, notamment pour elle, pour complètement être dans son projet et pas le projet de Céline. Mais c'est important par exemple de payer les gens à leur juste valeur, sinon un jour ils ont leur claque, quoi. 2 petites questions. Alors une que je pose le plus récemment, là, ça m'intéresse de savoir quelle est la place pour toi du storytelling dans la vie d'un entrepreneur? Que ça soit pour manager des équipes, en interview média, pour donner envie à des investisseurs de miser sur l'entreprise. Est-ce que ça a de la valeur? Pas beaucoup? Comment on fait en fait pour... Alors, je pense qu'il faut pas être dans le mensonge ou dans le bullshit. Après, moi,
Moi, je suis convaincue que plus tu racontes une histoire et basée sur ton expérience, ton vécu, etc., et plus tu es accessible pour les gens et plus tu leur permets de s'identifier, etc. Et donc moi, j'ai toujours pris le parti de raconter l'histoire de Litchi en racontant ce qui est au départ mon histoire, et puis qui est aujourd'hui l'histoire de cette entreprise. Mais effectivement, c'est du storytelling, tu vois. Donc pour moi, pour moi, je trouve que les meilleurs orateurs, en plus, c'est ceux qui te racontent une histoire. Pas les gens qui te disent genre bon bah la taille du marché c'est ça, le potentiel c'est ça, le business c'est ça, etc. C'est froid et on s'en fout. Ce qu'on a envie de savoir, c'est que, par exemple, là, il y a une petite fille dont les parents ont créé une cagnotte sur Litchi. Elle s'appelle Naomi. Elle a besoin de soins médicaux, probablement en Australie, aux États-Unis. Et donc, oui, on change un peu le monde, tu vois. Et c'est ça qui est important, je pense. C'est cette histoire. Mais sinon, de toute façon, je pense que plus effectivement, t'es capable de faire rêver aussi et d'apporter une histoire, une vision, et plus les gens se rallient à ta cause, plus ils s'identifient quand même, quelque part. Et au sein de l'entreprise, est-ce que tu as raconté des histoires comme ça régulièrement ou est-ce qu'il y a une place, tu me parles de l'exemple de cette petite fille, j'ai vu que dans le TED, tu fais ça aussi, tu racontes 2 histoires de comment Litchi, ça a changé des vies. Est-ce que vous partagez dans l'entreprise les histoires qui sont les plus touchantes et marquantes? Oui, alors ça, bien sûr, c'est effectivement un point clé pour nous et je pense qui est important pour chacun d'entre nous, c'est pourquoi tu fais les choses, tu vois. Et donc la vision, donc ça, pour moi, c'est le rôle de l'équipe dirigeante, de porter la vision de l'entreprise. Et plus l'entreprise, elle grandit, en fait, et moins tes collaborateurs, ils vont pouvoir avoir un échange direct avec toi parce que t'es nombreux, parce que t'es dans des pays différents, parce que, un milliard de raisons. Et donc, je pense que il faut qu'ils puissent souscrire à la vision que tu portes, s'identifier et être convaincus. Donc pour moi, plus le temps passe, plus la boîte grandit et plus c'est important. Et après, évidemment, tu vois, toutes les semaines ou tous les 15 jours, on va mettre en avant à tout le monde. On utilise Slack comme outil de communication interne, raconter la Litchi Story, tu vois, de la semaine, du mois, etc. Qui va parfois se passer en Allemagne, parfois en France, parfois en Espagne, qui est heureuse, qui est malheureuse. Parce qu'en fait, Litchi, c'est une sorte de reflet de la société et de reflet de sa solidarité et de sa générosité. Donc, du coup, effectivement, on le partage à tous les collaborateurs. Mais puis, c'est le cœur de notre métier, quoi. Cool. Sur une question qui n'est pas du coup liée au business en soi, quel conseil t'aimerais donner aux gens, ou même pas forcément un conseil, plus ton parcours, dans ton partage à toi, de la place de s'autoriser à rêver, de croire en ses rêves, de s'autoriser à faire des erreurs, vivre des échecs. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui soit ont du mal à s'autoriser à rêver, soit ont du mal à se lancer dans leurs rêves parce qu'ils ont peur du regard des autres, d'échouer, d'être critiqués, de faire des erreurs, Qu'est-ce que tu aimerais partager en fait à quelqu'un qui nous écoute là Moi, je suis très YOLO, hein, donc. Tu veux dire quoi? C'est You Only Live Once. Donc, bon, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, moi, je me dis, si demain je me fais éclater par un bus, au moins, j'aurais aucun regret, quoi. Ouais. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai pas fait tout ce dont j'avais envie, mais en tout cas, chaque, tu vois, heure, minute, journée qui a passé, je l'ai consacrée à quelque chose qui est important pour moi. Qui est pas que l'entrepreneuriat, bien sûr, hein, mais en tout cas qui est important pour moi. Donc moi, je pense que la dimension des rêves, c'est la plus importante, quoi. Sinon, ça sert à quoi, tu vois, j'ai presque envie de te dire. Enfin, la vie, elle passe tellement vite, le temps est court. Moi, je suis tellement reconnaissante, tu vois, d'avoir eu de la chance, d'avoir une famille heureuse, en bonne santé, qu'il faut vraiment en profiter pour essayer de faire des choses qui nous font plaisir, en fait, qui font du sens pour nous, qui nous donnent envie de nous lever le matin. Enfin voilà, c'est Confucius, hein, choisis un travail qui n'en est pas un, et puis tu seras heureux toute ta vie. Enfin, c'est complètement massacré comme citation, mais ne m'en voulez pas. Mais vous avez l'idée. Et donc, ouais, je pense qu'il faut surtout pas mettre ses rêves de côté, quoi. Il faut écouter l'enfant qui est en nous. C'est évidemment, il y a plein de gens qui vont dire, mais non, mais c'est pas vrai. Il y a plein de choses impossibles, etc. et tout. Enfin, le temps et l'énergie qu'on peut mettre dans quelque chose, il fera que c'est possible. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas de citer Steve Jobs, mais il disait toujours la différence entre les entrepreneurs qui ont réussi et ceux qui ont échoué, c'est que ceux qui ont échoué, ils n'ont pas assez essayé. Évidemment, c'est un peu réducteur comme vision, parce que tu vois, la réalité, c'est que il faut énormément de chance pour
réussir, si ce n'est que je ne sais même pas ce que veut dire réussir, mais en tout cas arriver à une situation mature d'entreprise, etc. C'est énormément d'étoiles qui s'alignent, etc. Beaucoup de chance, beaucoup de travail, mais il faut se donner ces moyens-là, et je trouve que c'est aussi tu vois, extrêmement épanouissant. Enfin, tu vois, le fait de pas avoir la moindre aigreur ou quoi que ce soit, c'est une chance, je pense. Après, évidemment, moi, tu vois, et comme tout le monde, hein, j'ai des choses qui me limitent, je m'auto-limite, j'ai des angoisses, enfin. T'es un être humain en fait. Ouais, non, mais complètement. Mais en tout cas, je pense que ouais, il faut essayer au maximum d'achever ses rêves, et ils n'ont pas besoin d'être grands en fait. Ils ont juste besoin d'être les nôtres. Super. Du coup, est-ce que tu penses que pour réussir en tant que femme, on doit s'y prendre de la même manière qu'un homme, ou est-ce qu'il y a une manière d'utiliser? Est-ce que par exemple, une femme, elle a des atouts secrets qu'un homme n'aurait pas à exploiter, ou une manière de faire? Il y a presque 20 ans, à mon avis, à peu près, j'ai vu un capital qui était dédié à Oriane Garcia, qui est la fondatrice de Caramel, qui était un outil pour créer son mail et lire ses mails, etc. C'est français? Et ouais, Caramel, c'était français. Ouais, ça n'existe plus aujourd'hui, mais enfin, c'est une des premières personnes à avoir créé une boîte mail. Donc, t'as 15 ans. Donc, je devais avoir à peu près 15 ans, effectivement. Et je l'ai vue sur ce plateau télé, et rayonnante. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Enfin, c'est ça que je veux être. Moi. Non, mais tu vois, et en fait, c'est vraiment cette idée de rôle modèle, tu vois. Non, je l'ai jamais rencontrée. Ça serait drôle que tu lui partages. Je sais qu'elle vit plus en France, mais je l'ai jamais rencontrée. Mais vraiment, tu vois, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, mais en fait, c'est ça que je veux être. Et donc, c'est ça qu'on doit permettre aux petites filles. Tu vois, c'est d'avoir des rêves et de pouvoir s'identifier, en fait. Après, oui, ben, tu vois, bien sûr, je pense que les femmes ont en règle générale, probablement une meilleure capacité d'écoute, je pense, ou de management. Ou en tout cas peut-être plus entraînée, je sais pas. C'est difficile parce que c'est vraiment faire des généralités, mais c'est certain que voilà, on dirige pas une boîte de la même manière quand on est une femme ou quand on est un homme. Et pour moi, le mot-clé, c'est diversité. C'est-à-dire que je voudrais pas une boîte faite que de femmes, je voudrais pas une boîte faite que d'hommes. Je pense que c'est le mélange des genres qui fait que, tu vois, plus t'as de gens différents autour de la table, et plus t'as de points de vue différents, et donc plus t'as de capacité à résoudre un problème de façon différente. Donc c'est ça qui est important, je pense. Mais il y a encore trop peu de femmes qui entreprennent, trop peu de femmes qui sont financées, trop peu de femmes à la tête d'entreprises, petites, moyennes ou grosses. Et pourtant, il n'y a aucune raison. Je veux dire, on n'est pas moins intelligente qu'un homme, on n'est pas moins doué, mais parfois on a des éducations qui sont genrées, parfois, sans s'en rendre compte, tu vois. Et donc, il faut donner la possibilité aux petites filles de faire leur choix. Tu vois. Ça m'est arrivé plusieurs fois en coaching d'avoir des femmes entrepreneurs, donc des femmes qui par exemple ont des équipes à gérer, et qui m'expriment, j'ai du mal à trouver mon positionnement entre, tu as parlé de féminité, masculinité, entre je suis en train de développer une forme de masculinité pour diriger, pour me positionner, pour envoyer de la direction, du cadre, même pas forcément des vraies questions complètement dans le business, mais surtout en fait finalement dans la relation de couple, de me dire, je me rends compte que dans mon couple, je fais pareil, je mets de l'énergie masculine, de la direction, et j'ai du mal à me connecter à ma féminité parce que je suis tellement habitué à diriger. Est-ce que toi, tu as vécu ces questions-là? Comment on fait pour être une femme et garder sa féminité? Est-ce que c'est peut-être une question débile, je sais pas. Non, pas du tout. Il faut quelqu'un à la maison de très compréhensif et patient. C'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai pas vraiment de bonne réponse. C'est certain qu'il y a une part je pense que chaque être humain, de toute façon, homme ou femme, a une part de féminité et de masculinité. Il est évident que dans un métier de dirigeant, on dit d'ailleurs pas dirigeante, on dit dirigeant, il y a une part de masculinité. Enfin, je veux dire, on peut pas nier ça, tu vois. Il y a des moments où effectivement, tu dois avoir cette position-là, ce rôle-là, il est nécessaire, et les gens attendent de toi, tu vois, que tu prennes des décisions, le rôle d'un dirigeant, c'est de prendre des décisions en permanence, tu vois. Donc, et de fait, oui, il faut pas que le travers, c'est de pas à la maison devenir, tu vois, une castratrice ou etc. Ouais. Et en même temps, je veux dire, la nature humaine, tu vois. Moi, je pense que je
je suis née pour diriger, tu vois. Je pense que j'avais toujours ça en moi et par exemple, pendant longtemps, je voulais faire le service militaire et j'étais très déçue que, tu vois, le service militaire soit pas accessible aux femmes parce que... Il est toujours pas? Si, ça l'est devenu, Ouais. mais quand j'étais plus jeune, c'était pas possible de faire le service militaire et c'est arrivé, je crois que je devais être en 4e ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que ça faisait partie de mon caractère et d'ailleurs, si tu le vois hein, dans les femmes dirigeantes, généralement, sans dire que c'est des bonhommes, mais effectivement, il y a ce caractère où cette part de masculinité un peu plus présente. Vendredi, j'ai dîné vendredi soir avec plusieurs femmes qui dirigent des grosses entreprises en France et je suis partie du dîner en me disant elles sont pires que les mecs quoi. Mais avec beaucoup d'affection bien sûr. Ouais, C'est ce qui fait qu'elles en sont là. Je pense, ouais. Enfin, malheureusement, je pense. Ouais. Ou heureusement, j'en sais rien. Et du coup, dans la relation de couple, est-ce que toi, tu as eu à t'assouplir pour que ce côté dirigeant, il se tranquillise ou alors tu diriges à la maison? Non, je sais pas. Faudrait poser la question à mon mec. Honnêtement, je sais pas. Je crois que moi, j'ai pas besoin d'avoir un ascendant sur quelqu'un pour me sentir à l'aise, tu vois. Donc c'est ça qui, à mon avis, faut pas mélanger avec le fait de dire j'ai un rôle de dirigeant. C'est un rôle qui n'est pas, tu vois, une relation hiérarchique ou de pouvoir avec l'autre. Et tu vois, j'espère même, sincèrement, qu'avec mes collaborateurs, le sentiment, il est pas Qui est la dirigeante. Ouais, ou c'est la hiérarchie ou etc. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu es dans une relation comme ça, tu dis plus les choses et si tu les dis plus, tu vois, ça crée plein de hiatus, c'est clair, il y a une vraie différence entre être la personne qui est là pour l'idée d'entreprise. Ouais. Et tout le temps décider pour tout le monde et que ça soit fermé en fait. Ouais. Non mais c'est un très bon point, tu vois. Je pense que il faut être un leader, il faut pas être un dictateur quoi. Et de fait, oui, tu vois, tu dois être rassurant, c'est sûr. Si tu te mets à paniquer et tu vois, au premier truc, forcément, tu vois, moi, je veux pas d'un chef qui est en mode... Qui panique. Ouais, je pense qu'il y a des caractères à ça, quoi. Et moi, je me suis toujours sentie assez à l'aise dans ce genre de situation et probablement même à beaucoup aimer ça, tu vois, à aimer la coordination, à aimer le fait de faire naître un truc. Ouais, j'aime bien ça, ouais. Cool, tiens, pour terminer, imaginons qu'il y a une jeune fille qui nous regarde, elle a 15 ans et qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Tiens, elle nous regarde et elle a plein de pensées un peu du type, en tant que femme, on peut pas réussir dans n'importe quel domaine. Tu aimerais lui dire quoi en fait? J'aimerais lui dire qu'elle sera jamais plus épanouie que, tu vois, en choisissant son destin, en construisant son job, en réalisant ses rêves. Et c'est pas forcément entrepreneurial, tu vois. Il faut pas non plus... Oui, ça peut être bien plus large que ça. Sport, exactement. Voyage, rencontre. Mais totalement, la vie, elle est plus courte qu'on ne le pense. Et donc, de fait, il faut absolument pas perdre une minute, tu vois, et vivre de façon le plus en accord possible, je pense, avec ce qu'on est. C'est surtout ça qui est important. Et si c'est par l'entrepreneuriat et que c'est ça son levier d'épanouissement, il faut foncer, il faut se battre et c'est hyper heureux comme vie. T'apprends énormément de choses. Moi, j'ai le sentiment d'avoir, chaque jour d'apprendre quelque chose de nouveau, de vivre une nouvelle expérience, que toutes les portes sont ouvertes à moi, que tout est possible. Encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, en fait. C'est la chance de l'expérience, c'est que ça m'a donné, tu vois, cette possibilité de me dire, en fait, si tu rêves de quelque chose, tu peux y arriver et de faire des rencontres géniales, d'avoir la chance de te rencontrer, d'être interviewé par toi. Et ça, c'est comme ça tous les jours, ma vie. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Moi, c'est une belle fin d'interview. Merci en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y aura une dernière chose que tu souhaites partager ou on est bien là? Écoute, je crois qu'on a pas mal fait le tour. Mais si effectivement dans ton audience, il y a des gens qui ont envie d'entreprendre, il faut qu'ils foncent. Parfait. Merci à toi en tout cas. Merci. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année.
Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.